痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapèche, ça se prose, et aujourd'hui au programme, nous allons voir une tentative de hiérarchisation systémique des entités shinobi majeures selon des critères d'influence multidimensionnels. Dans le contexte spatio-politique de l'univers shinobi, l'établissement d'un classement des 5 grands villages cachés nécessite une approche fondée sur des métriques composites, à la croisée de la puissance militaire tactique, de la stabilité interne socio-institutionnelle, de la capacité de projection géostratégique et de l'hégémonie culturelle symbolique dans l'imaginaire collectif shinobi. En intégrant une méta-analyse des conflits intervillageois couplée à une lecture diachronique des successions de Kage, il devient possible d'esquisser une typologie fonctionnaliste et comparative des villages, selon leur résilience systémique et leur capacité à catalyser ou contenir les dynamiques d'escalade belliqueuse. Ouais, en gros, on va faire un classement des villages ninja. Mais bref, deux règles assez simples. D'abord, on ne prend en compte que les villages qu'on connaît un minimum, genre on peut pas parler d'Uzushio vu qu'on connaît pas leur puissance en dehors de légendes, donc difficile de le placer au-dessus ou en dessous de Kiri par exemple. Et l'autre règle, c'est qu'on va prendre en compte les villages ninja selon une temporalité précise. Dans Naruto, on a eu pas mal de changements concernant les différents villages au fur et à mesure de l'avancement de l'œuvre, et si je prends une période précise, ça peut en avantager certains, mais en désavantager d'autres, donc bon, pas top niveau fair play. Genre, si je prends la fin de l'œuvre, c'est possible, mais des villages comme Suna ou Iwa perdent énormément en puissance globale, là où Konoha et Oto explosent littéralement la baraque. Donc niveau temporalité, l'endroit précis où tout le monde semble à peu près équivalent niveau avantage-inconvénient, c'est le tout début de la partie 2. C'est à ce moment-là où tout le monde semble avoir une bonne partie de leur force, et j'ai la sensation qu'on a suffisamment d'infos sur tous les villages pour juger ça avec objectivité. Même si l'un des villages a Gaimaito, mais bon. Soit. Et puisque j'entends que la foule est scotchée à mes lèvres comme Homelander était scotché au tété de Madeline Stilwell, on va pouvoir commencer. Et oui, j'ai regardé The Boys cette semaine. C'était cool. Alors lui, j'ai presque hésité à le caler dans cette vidéo tellement on n'a rien sur ce village en dehors de l'affiliation de ce cher Idan. Et encore que si on suit strictement mes règles annoncées en intro, il faisait techniquement plus partie de son village au moment de la partie 2, donc en vrai là, y a pas grand chose. On va dire que la présence d'Idan et le fait qu'il n'y ait pas tant de villages que ça lui donne droit à une place dans ce classement. Mais dehors la racaille si vous le souhaitez. Un petit peu pareil qu'avant, le village de Kusa c'est le village caché dans l'herbe, un village connu comme ayant été la terre d'accueil d'une certaine Karin Uzumaki, et même explication que pour le village de Yu. Pas trop d'infos sur eux en dehors du fait qu'ils se sont fait soulever par le village d'Iwa à une époque et qu'ils étaient noyés sous les blessés. Karin peut ne pas y être associée, peu importe, ça reste un des villages les moins puissants de cette œuvre. Disons quand même que contrairement au précédent, lui au moins semble être une véritable structure, donc bon, c'est le rang 0 sur l'échelle des villages et Yu était le rang -1. Et oui, promis, à partir de maintenant on va classer les véritables villages, genre ceux qui ont des arguments en leur faveur, pas juste ceux qui sont mentionnés. Le village de Taki est le village caché de la cascade, connu globalement pour deux choses, avoir été la terre de naissance d'un certain Kakuzu, et d'être le seul village ninja en dehors des 5 grandes nations à avoir un bijou. Ici, pas énormément d'infos sur eux non plus en fin de compte, mais on est sur un village qui possède une structure hiérarchique et un bijou, ce qui est juste beaucoup trop pour les deux précédents. Même si on exclut Kakuzu de l'argumentaire, vu qu'il était plus affilié à son village depuis longtemps, il y a quand même le bijou qui compte, et potentiellement une demi-alliance avec Konoha en mode un accord de non-agression, vu que c'est Konoha qui a offert son bijou au village en signe de paix. Le village de Taki est donc un village à ne pas contrarier. Et ouais, voici le village le moins village qui existe, parce qu'en vrai on peut douter de sa véritable existence vu que c'est plus un conglomérat de différents repères avec des ninjas dedans que d'un village à proprement parler. Mais soit, on va dire que ça passe dans notre définition. Le village du son est le village ayant pour chef Orochimaru. Rien qu'avec ça, tu enterres complètement les 3 autres de cette liste. Mais aussi, t'as quand même certains ninjas ultra costauds qui y sont affiliés, comme Karin, Jugo et Suigetsu qui sont clairement des menaces à ne pas sous-estimer. T'as Kabuto qui est... Kabuto et t'as potentiellement Sasuke, même si son affiliation à lui n'est pas ultra claire. Perso, je le vois plus comme un mercenaire à part du village, mais sous l'aile écaillée d'Orochimaru. À vous de voir où vous le placez. Mais sinon, s'il est relativement bas, c'est qu'en dehors de ces quelques monstres de puissance, t'as pas énormément de gars vraiment costauds. On a vu Sasuke exterminer sans difficulté 1000 ninjas d'Orochimaru en les épargnant, donc sans utiliser ses grosses techniques. Ce Sasuke il est fort, certes, mais ils étaient quand même 1000. Genre, tu prends 1000 ninjas d'un véritable village contre ce Sasuke, et jamais il les bat de la sorte. Ou jamais il les bat tout court quand j'y pense. Bref, un bon village avec certains animaux de puissance, mais un petit peu limité sur la puissance globale du village. Et comme il est dénué d'infrastructures, c'est un point en moins. Comment? Kiri plus fort que le village du son? Est-ce qu'il y a un ninja de Kiri capable de vaincre Orochimaru? Bah... non.
mais c'est pas pour autant que ce village doit être inférieur, hein, loin de là. Parce qu'en vrai, Kiri reste une superpuissance du monde ninja, et même si Oto fait mieux sur le sommet de leur ninja, donc Orochimaru en l'occurrence, bah y a beaucoup plus de ninjas compétents à Kiri. Oto a un nombre assez faible de ninjas, ils sont pas ultra costauds, là où Kiri en a non seulement beaucoup plus, mais ils sont tous en moyenne beaucoup plus puissants. Si les deux villages doivent se bagarrer, Oto se ferait rembarrer. Après, c'est vrai que même si la section en bout de Kiri semble assez vénère, le reste de leurs ninjas ne semble pas être de véritables monstres non plus. Y a plus les 7 épéistes de Kiri, y a plus de bijoux au village, et le Kage, même celui-là assez costaud, il est loin d'égaler certains ninjas non Kage d'autres villages. Mais on y reviendra. Bref, Kiri. Le village de Suna est probablement celui qui se fait le plus sous-estimé parmi les 5 grandes nations au vu de sa condition économique. C'est une superpuissance avec un petit peu moins de ninjas, certes, mais le databook précise que son peu de ninjas sont des ninjas exceptionnels. Et parmi ces ninjas exceptionnels, on a des monstres assez difficiles à gérer, hein, notamment les marionnettistes. Pas besoin d'expliquer en quoi affronter des ninjas qui se battent en même temps corps à corps et à distance est difficile, hein, je pense que vous avez capté l'idée. Il y a aussi le trio du sable dont fait partie le Kazekage qui est vraiment monstrueux. Kankuro et Temari sont 2 ninjas niveau Jonin supérieur, et Yagara qui est si fort, genre... On est clairement sur un niveau Sannin à un moment de l'œuvre. Et en parlant de Sannin, on a aussi Shio qui est un petit peu leur équivalente et qui a été capable de se battre à plusieurs reprises avec Hanzo de la Salamandre par le passé. L'homme qui a vaincu 3 Sannin. Une unité d'élite avec des marionnettistes, un Kazekage monstrueusement fort avec ses gardes du corps Jonin supérieurs, l'équivalent d'une Sannin et les ninjas globalement très forts... il manque quoi à ce village ? Et ben un bijou, parce qu'au tout début de la partie 2, ce village avait encore Shukaku, le bijou à une queue. Alors certes, c'est sans doute le plus faible du groupe, hein, mais avoir un bijou c'est une sacrée valeur ajoutée, et c'est ce qui fait défaut à Kiri. En bref, sans prendre Asuna c'est un pari risqué, et même après la perte de son bijou et de Shio, Gaara est devenu encore plus monstrueux, donc clairement, il faut avoir du courage pour oser s'en prendre à ce village. De très loin, le village de cette liste le plus badass en ce qui concerne les raisons de son placement. Certes, ce village est un tout petit village collé entre plusieurs superpuissances. Certes, son nombre de ninjas est non seulement très limité, mais également en moyenne assez faible. Certes, les infrastructures ne permettent pas d'exploiter au maximum l'armement militaire, blablabla, mais... le simple fait que Pain existe justifie la supériorité d'Ame sur 2 superpuissances mondiales. Sa puissance à lui seul permettrait de broyer une énorme partie des villages de cet univers. Les 3 principales puissances mondiales restent au-dessus et on verra pourquoi, mais pour le reste, c'est clairement plus tendu. Déjà, la puissance individuelle de Nagato se situe très clairement au-dessus de celle de n'importe quel Kage au début de la partie 2. Mais en plus de ça, ses pouvoirs sont capables de raser assez rapidement le village si c'est nécessaire. Par exemple, utiliser les invocations pour attaquer sur tous les fronts pendant que tous les corps s'occupent des ninjas aux 6 coins du village. Et quand ils sont suffisamment affaiblis, chaotique Shinra Tensei et fin du match. Parce que je vous rappelle quand même que Tsunade a pu sauver Konoha grâce à Katsuyu qui ne subit pas les dégâts physiques comme tout le monde, combinés à ses propres facultés de soins transmises à tous les habitants en même temps. C'est pas rien. Que ce soit Kiri ou Suna, personne peut gérer ce genre d'attaque. Déjà que les invocations vont être extrêmement difficiles à gérer, alors si tu combines ça avec les autres pouvoirs du Rinnegan, ça va être tendu, hein. Et en plus, y a aussi Conan qui pourrait clairement prendre certains ninjas assez costauds, comme Kankuro et Temari pour Suna, et Shojuro et Ao pour Kiri, histoire d'aider un petit peu Nagato. Mais ouais, le fait de ne pas être capable d'arrêter Pain tout seul démontre plutôt bien pourquoi ce gars est une menace planétaire, et pourquoi il était capable de faire autant de dégâts à une superpuissance comme Konoha. Alors, lui risque de faire débat dans le sens où je le place au-dessus du village d'Ame, donc je considère qu'il pourrait repousser Pain, Conan et les quelques ninjas de ce village. Et en soi, je peux le comprendre, mais je pense aussi qu'il faut pas sous-estimer Iwa qui est extrêmement puissant. Déjà, Onoki le Tsushikage est potentiellement plus fort des 5 Kage à cause de sa maîtrise sur le Jinton, et évidemment tous ces Doton bien galères comme le fait de voler, de modeler le poids de la victime ou de son propre poids, de son expérience folle, etc. Ensuite on a Kitsushi, le gars capable de prendre en sandwich Jubi, ce qui fait de lui un des utilisateurs de Doton les plus compétents de l'œuvre, et une sacrée menace qu'on ne peut pas ignorer. Kurotsuchi et Akatsushi sont sympas, on va dire sûrement Jonin supérieur, donc pareil, faut faire gaffe. Mais surtout, au début de la partie 2, il y a 2 Jinchuriki au village et 2 Jinchuriki capables d'utiliser le pouvoir de leurs bijoux. Dans le Minato Gaiden, donc bien avant le début de la partie 2, ils en étaient déjà capables et ils ont forcé Jiraiya et Minato à fuir. Est-ce que vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Alors oui, Pain reste plus fort individuellement que chacune des armes d'Iwa, mais je le vois pas gérer Han, Roshi, Kitsushi, Akatsushi, Kurotsushi, Tamagotchi et Onoki. Surtout qu'en parallèle, faut gérer une dizaine de milliers de ninjas en plus, et c'est pas Conan qui va faire ça. En bref, ce village est absolument monstrueux, et honnêtement, j'ai presque hésité à le mettre numéro 2 à force d'énumérer tout ce qu'il est capable de faire et toutes les ressources militaires qu'il possède. Mais force est de constater que le numéro 2 a également de sacrés arguments. Oh bordel. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Kumo est sans conteste le seul village à pouvoir concurrencer le numéro 1 de cette liste, et je pense même que pas mal d'entre vous vont considérer ce village comme supérieur d'un point de vue militaire. Et c'est pas techniquement faux.
Kumo a énormément d'arguments en sa faveur qu'on va lister tout de suite. Un Kage dont la puissance est non seulement abusée mais qui est en plus adapté à une immense majorité de personnages, 2 gardes du corps qui sont individuellement monstrueux, surtout Darui qui est probablement le garde du corps le plus puissant de tous les Kage, 2 Jinchuriki, un qui est capable d'utiliser les pouvoirs de son bijou, Yugito, et un Jinchuriki parfait en parfaite symbiose avec son bijou, Killer Bee. En plus de ça, le Raikage et Bee sont un duo plutôt bien rodé, capable de se battre en équipe, et leur panel d'action est extrêmement vaste. D'ailleurs en duo, très peu de ninja pourraient les arrêter. Je vous mets au défi d'en citer quelques-uns qui ne sont pas reliés de près ou de loin au Rikudo. Ça va être tendu. Et en plus de ça, ce village possède également le vase d'ambre, un des trésors du Rikudo, capable de sceller même un bijou, ce qui fait qu'eux aussi sont plutôt bien armés. Finalement, ce qui va les placer plus haut qu'Iwa, c'est le fait d'avoir 2 Jinchuriki capables de contrôler parfaitement le pouvoir de leurs démons, notamment un dont la synergie est parfaite, et qui est juste globalement plus fort que les 2 d'Iwa en même temps. Mais aussi le fait que non seulement le niveau moyen de leur élite semble supérieur, mais leur travail d'équipe semble également être plus intéressant. Après, à voir en situation réelle évidemment, hein, mais je pense que Kumo mérite non seulement sa place de numéro 2, mais qu'il passe très proche de la victoire. Et ça va jouer sur pas grand chose. Moi qui croyais que ça allait être ultra évident en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que non. Finalement, c'est tendu. Et évidemment, le village principal de l'œuvre est le numéro 1 et je sais presque même pas par où commencer. Début de la partie 2, le Hokage Tsunade, un Sannin. Son meilleur ninja, c'est Jiraiya, un autre Sannin. Parmi l'élite de la nation, tu as Kakashi, reconnu par l'intégralité du monde ninja comme étant un monstre parmi les monstres, que ce soit du point de vue des autres villages ou de l'Akatsuki. Il y a également son rival, Guy, capable de retourner à lui seul absolument n'importe qui en utilisant les 8 portes, et même s'il se limite à 7 portes, ils sont rares les ninjas capables de le gérer. À Konoha, t'as également certains clans juste trop galères à gérer, comme les Aburame qui sont presque intouchables et qui peuvent tuer n'importe qui, t'as les Nara qui sont capables de bloquer Jubi lui-même, t'as les Yamanaka qui sont juste trop chiants en soutien, les Hakimichi qui se transforment en bijoux presque, les Hyuga évidemment, et la liste peut continuer. T'as les ninjas gardiens, notamment Azuma, Danzo et Saracine qui sont juste complètement broken, t'as Naruto et Sakura dont les capacités ne sont plus approuvées, t'as la légende elle-même. Ouais, ça fait un paquet ninja exceptionnel, hein. Après, bien sûr, rien ne dit que dans les autres villages, il n'y a pas leur équivalent, mais je pense qu'on les aurait vus un petit peu plus pendant la guerre s'il y avait des ninjas si exceptionnels. En plus, Naruto est le propriétaire slash colocataire de Kyuubi, le bijou le plus puissant, ce qui fait que dans la mesure où la situation devient vraiment critique, dans un excès de rage, Naruto il pourrait le libérer et je pense que vous savez comment ça finirait. En plus, il semblerait que Konoha soit le lieu avec la plus grande population, donc la probabilité qu'il y ait encore plus de ninjas ici que dans les autres pays, c'est quand même assez élevé. Et encore, heureusement que je me limite au tout début de la partie 2, parce que même si on perd Jiraiya vers le milieu, Naruto devient tellement cheaté au fur et à mesure qu'à lui seul, il pourrait sans doute gérer n'importe quelle autre nation. Et je parle évidemment même pas du retour de Sasuke. Alors là, ce serait la débandade. Mais enfin bref, comme prévu dans toutes les générations de Kage, je pense que le village de Konoha a toujours été le plus fort, à l'exception peut-être de l'époque du 3ème Raikage, mais même comme ça, j'ai un doute. Du coup, évidemment, Konoha reste le numéro 1 ici, c'est un petit peu obvious, mais ça ne reste pas moins divertissant. J'espère. Bref, comme d'hab, on en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, si on atteint les 10 000 pouces bleus, je fais combat moi contre Sangori. Je vais casser du macaque. Pause bleu.